Alexandre Dumas, l'inventeur du héros à la française. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré l'actualité internationale qui, comme d'habitude, n'est pas très réjouissante. Aujourd'hui, je vous propose un épisode plus léger, histoire de se changer les idées. On va parler du héros à la française et de son inventeur, Alexandre Dumas. Vous connaissez sûrement ce nom, c'est l'auteur de deux des romans les plus célèbres de la littérature française, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, publié la même année en 1844. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec un autre Alexandre Dumas, qui lui aussi est un écrivain célèbre, le fils du premier, un peu moins célèbre que son père quand même. C'est pour ça que parfois on dit Alexandre Dumas père pour parler du premier et Alexandre Dumas fils pour le second. Oui, car contrairement aux Américains, on n'a pas de junior en français. Bref, on a beaucoup reparlé du Comte de Monte Cristo il y a 2 ans en France parce qu'il y a eu une adaptation au cinéma avec un acteur qui est le chouchou du public français, Pierre Niney. Le chouchou dans la langue informelle, ça veut dire le préféré. Par exemple, à l'école, on dit parfois « Ah, lui, c'est le chouchou du prof », autrement dit, c'est l'élève préféré du professeur. Pierre Niney, c'est un des acteurs préférés des Français depuis quelques années. D'ailleurs, j'ai lu que son adaptation du Comte de Monte Cristo a eu un certain succès à l'étranger, donc vous l'avez peut-être vu. Mais l'année dernière, on a surtout parlé des Trois Mousquetaires, cette fois à cause d'un roman intitulé « Je voulais vivre », écrit par Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Ce roman raconte l'histoire d'un des personnages principaux des Trois Mousquetaires, Milady de Winter, une des femmes fatales les plus célèbres de la littérature. On peut dire que ce roman est une sorte de spin-off, comme dans les séries, une histoire qui s'inscrit dans un univers déjà établi. Et ça, c'est une des grandes forces de Dumas. Il a réussi à créer des histoires tellement riches et universelles qu'elles font partie de l'imaginaire collectif. Tous les Français connaissent les Trois Mousquetaires et le Comte de Monte Cristo, même sans avoir lu les romans. Peut-être qu'ils en ont vu une des nombreuses adaptations au cinéma ou à la télévision. Et même sans ça, ils ont forcément entendu leurs noms, des noms qui évoquent tout un tas d'images. Oui, parce que Dumas a tout simplement inventé les premiers héros de fiction populaire, des personnages qui sont devenus l'archétype du héros à la française. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment il a réussi ce tour de force grâce à un mélange de talent, de chance et de panache. Alexandre Dumas était très différent des autres grands auteurs français de son époque, le 19e siècle. Il a eu une vie aussi romanesque que les histoires qu'il écrivait. D'abord de par ses origines. Alexandre Dumas était petit-fils d'un aristocrate et d'une esclave. Vous voyez, rien qu'avec ça, il y a déjà de quoi écrire un bon roman. Comment c'est possible ? Eh bien parce que son grand-père paternel était un noble qui vivait à Saint-Domingue, une colonie française des Caraïbes, l'ancienne Haïti. Je vous avais raconté l'histoire à la fois tragique et héroïque de cette colonie dans l'épisode 78. Le grand-père d'Alexandre Dumas possédait des terres à Saint-Domingue et des esclaves pour les cultiver. Des esclaves issus du commerce triangulaire, donc d'Afrique. Il a eu des enfants avec l'une de ses esclaves, une certaine Marie-Cécette Dumas. Et parmi ses enfants, il y avait un garçon, Thomas Alexandre, le père d'Alexandre Dumas. Thomas Alexandre était donc métis. En français, on utilise le mot métis pour une personne dont les parents n'ont pas la même couleur de peau. Ici, en l'occurrence, un père blanc et une mère noire. Il faut que je vous dise quelques mots sur Thomas Alexandre Dumas, parce que lui aussi, c'était un personnage digne d'un roman. Il a fait une carrière fulgurante dans l'armée au moment de la Révolution française.
Fulgurante, ça veut dire extrêmement rapide, comme un éclair. Il a été le premier homme noir à devenir général dans l'armée française, un grade qu'il a obtenu en seulement 4 ans. Il était connu pour sa force herculéenne, son courage et son sens aigu de la morale. La légende disait qu'il était capable de soulever son cheval en l'attrapant entre ses jambes tout en s'accrochant à une poutre. Malheureusement, la carrière de Thomas-Alexandre Dumas s'est brutalement arrêtée à cause d'un autre jeune général français très ambitieux, Napoléon Bonaparte. Pour faire simple, Dumas s'est opposé aux ordres de Bonaparte à plusieurs reprises parce qu'il n'était pas d'accord avec lui, et Bonaparte ne l'a jamais oublié. Quelques années plus tard, quand Napoléon est arrivé au pouvoir, le général Dumas a été destitué sans même lui payer plusieurs années de salaire que l'armée lui devait. Il s'est rapidement retrouvé ruiné. Donc, malgré ce père qui était un véritable héros militaire, le petit Alexandre n'a pas grandi dans l'opulence, loin de là. D'autant plus que, quand il avait 4 ans, son père est décédé à cause de problèmes de santé, dans l'oubli et la précarité. Alexandre Dumas se souviendra toute sa vie de cette injustice faite à son père. C'est donc sa mère et ses grands-parents maternels qui les ont élevés, sa sœur et lui. Ils ont passé leur enfance dans une petite ville au nord-est de Paris, Villers-Cotterêts. Malgré ses débuts difficiles, Alexandre Dumas était convaincu qu'il était destiné à faire de grandes choses, comme son père qu'il idolâtrait. C'est pourquoi, à 20 ans, il a fait comme tous les jeunes provinciaux ambitieux, il est parti tenter sa chance à Paris. Grâce à un ami de son père, il a obtenu un poste de secrétaire auprès du duc d'Orléans, le futur roi de France, une position qui n'était pas particulièrement prestigieuse, mais qui lui a permis de faire ses premiers pas dans le monde parisien. En parallèle, il a découvert ce qui allait devenir sa grande passion, le théâtre. Il a commencé à écrire ses propres pièces et, comme son père dans l'armée, son ascension a été fulgurante. 6 ans seulement après être arrivé à Paris, une de ses pièces a été jouée à la Comédie Française, le théâtre le plus prestigieux du pays, encore aujourd'hui d'ailleurs. Cette pièce s'intitulait Henri III et sa cour, un drame historique qui a été un succès immédiat. Alexandre Dumas, le fils du général disgracié, le petit-fils d'esclave, est devenu un dramaturge respecté et apprécié du public. Mais c'est grâce à un autre format qu'il va marquer la littérature française. Ce format, c'est le roman feuilleton. Ingrid vous en a déjà parlé dans l'épisode 169, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus. Pour résumer, le roman feuilleton, c'est un format qui est apparu dans les années 1830-1840. L'idée, c'était de publier un roman chapitre par chapitre dans un journal. Chaque jour, on achetait le journal et on pouvait lire la suite de l'histoire, exactement comme une série. D'ailleurs, en France, les premières séries télévisées s'appelaient des feuilletons, mais aujourd'hui, c'est un terme un peu démodé. Pour les journaux, ce format est un moyen de fidéliser leurs lecteurs et de les pousser à s'abonner. Mais le plus intéressant avec le roman feuilleton, c'est qu'il a beaucoup contribué à démocratiser la littérature, à la rendre plus accessible. Avant ça, la littérature était plutôt réservée à l'élite. Les livres coûtaient cher et, de toute façon, la plupart des Français étaient analphabètes. Avec le roman feuilleton, tout change. Les journaux ne coûtent pas très cher, de plus en plus de Français savent lire, grâce aux premières lois sur l'éducation publique obligatoire, et les histoires publiées sous forme de feuilleton ont un style plus accessible que les romans classiques. Résultat, beaucoup de personnes des classes populaires découvrent le plaisir de la lecture grâce aux premiers romans feuilletons. Dumas sent qu'il a une carte à jouer avec ce format, qu'il a des atouts pour réussir. Grâce à son expérience de dramaturge, il sait écrire des dialogues vivants entre les personnages,
Il sait comment faire progresser une histoire et lui donner du rythme, comment créer du suspense à la fin d'un acte pour tenir le spectateur en haleine. Tenir en haleine, ça veut dire retenir l'attention du public. En plus, Dumas est passionné par l'histoire de France, tout comme beaucoup de Français à cette époque. Souvenez-vous, on est au milieu du 19e siècle, environ 50 ans après la Révolution. Donc, la plupart des Français qui vivent à ce moment-là n'ont pas connu l'Ancien Régime, la période où toute la société était dirigée par un monarque au pouvoir absolu. Alors, forcément, ils se demandent à quoi ressemblait la vie à cette époque. Alexandre Dumas va capitaliser sur cette curiosité en utilisant l'histoire de France comme décor pour ses romans. Il va être un des pionniers français de ce qu'on appelle le roman historique. Et pour ça, il va être aidé par un autre écrivain encore plus passionné d'histoire que lui, Auguste Maquet. Retenez bien ce nom parce que c'est quelqu'un qui a énormément contribué au succès de Dumas. Concrètement, Maquet faisait des recherches historiques, il préparait un plan, parfois même il écrivait des chapitres entiers, et ensuite Dumas reprenait tout, il réécrivait, il ajoutait ses dialogues, son humour, son style. C'était un peu comme un travail d'atelier en peinture, avec le maître qui met la touche finale qui fait toute la différence. En 1844, la collaboration Dumas-Maquet donne naissance à deux chefs-d'œuvre de la littérature française, Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Ils sont publiés sous forme de romans feuilletons dans deux journaux différents. Le succès est tel que les deux auteurs décident immédiatement d'écrire une suite aux Trois Mousquetaires avec un second roman intitulé 20 ans après, puis le Vicomte de Bragelonne. C'est ainsi que les Trois Mousquetaires deviennent une trilogie. Dumas écrit des dizaines d'autres romans avec Auguste Maquet et d'autres auteurs. Il y avait même des périodes où 4 journaux publiaient des romans de Dumas en même temps, et on ne parle pas de petits romans. Dumas écrivait des pavés, des romans très longs, 900 pages pour les Trois Mousquetaires. Oui, parce que les directeurs de journaux voulaient des histoires longues pour que les lecteurs s'attachent aux personnages et continuent d'acheter le journal jour après jour. C'est pour ça que les auteurs de romans feuilletons étaient payés à la ligne. Autrement dit, plus ils écrivaient, plus ils gagnaient d'argent. D'ailleurs, il y a une anecdote amusante à ce sujet. Dans Les Trois Mousquetaires, il y a un personnage, le valet Grimaud, qui répond toujours par un mot, jamais plus. La légende dit que Dumas l'a inventé juste pour augmenter le nombre de lignes et gagner plus d'argent. Mais les spécialistes de Dumas disent que cette histoire est fausse. En réalité, les éditeurs des journaux ne payaient pas une ligne si elle ne remplissait pas au moins les 2/3 de la colonne. Et Dumas le savait très bien. De toute façon, il n'a pas eu besoin de ce genre de combine pour devenir riche. Il était tellement productif et ses romans avaient tellement de succès qu'il a vite gagné des fortunes. Le problème, c'est qu'il était aussi très doué pour le dépenser. Dumas était ce qu'on appelle dans la langue familière un flambeur, quelqu'un qui dépense son argent sans compter, en général dans des belles choses. L'exemple le plus connu, c'est le château somptueux qu'il s'est fait construire à côté de Paris, le château de Monte Cristo, inspiré bien sûr de son roman. Il existe toujours d'ailleurs, on peut le visiter. En plus d'être un flambeur, Dumas avait aussi l'habitude d'organiser de grandes fêtes dans lesquelles il régalait ses invités. Il était très généreux. Résultat, à cause de son train de vie, de son style de vie où il dépensait sans compter, il a souvent eu des problèmes de dette. Il a même été obligé de s'exiler pour échapper à ses créanciers. Dumas était quelqu'un de très populaire, très apprécié. Il avait beaucoup d'amis, dont des grands auteurs comme Victor Hugo. Il était aussi ce qu'on appelle un homme à femme, un séducteur qui a du succès auprès de la gente féminine. Dumas a multiplié les conquêtes tout au long de sa vie.
mais il avait aussi de nombreux ennemis, à la fois à cause de son succès et de sa couleur de peau. Ses ennemis l'accusaient d'être, je cite, « un nègre qui a des nègres ». Il faut que je vous explique cette expression, elle est très importante. Nègre, c'était un mot péjoratif qu'on utilisait d'abord pour désigner les esclaves africains, puis par extension les personnes noires. C'est l'équivalent du N-word en anglais. Donc, si vous n'êtes pas noir, je vous déconseille fortement de l'utiliser. Moi ici, je le fais juste pour vous l'expliquer. Mais le mot nègre a un deuxième sens. Dans le domaine littéraire ou artistique, un nègre, c'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre d'une autre personne sans recevoir aucune reconnaissance publique. En anglais, on les appelle écrivains fantômes, je traduis. D'ailleurs, c'est l'expression qu'on utilise aussi en français depuis quelques années, parce que, comme je viens de vous le dire, le mot nègre est très problématique. On dit aussi parfois un prête-plume, un écrivain qui prête sa plume à quelqu'un pour écrire son histoire. Bref, les ennemis de Dumas jouaient sur le double sens de ce mot pour critiquer à la fois sa couleur de peau et le fait qu'il travaillait avec d'autres auteurs pour écrire ses romans. Toute sa vie, Dumas a dû faire face à cette hostilité raciste qui était encore très courante dans la France du XIXe siècle. Certains spécialistes estiment aussi que c'est une des raisons qui explique pourquoi, malgré son succès, il a longtemps eu moins de considération que les autres grands écrivains de son époque, comme Hugo, Balzac ou Flaubert. Mais, au-delà de sa couleur de peau, ce que les critiques reprochaient à Dumas, c'était son succès commercial. C'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que la figure de l'écrivain moderne a émergé en France, et on peut dire qu'elle s'est construite en opposition à Dumas. Pour être considéré comme un écrivain « sérieux », entre guillemets, il fallait rejeter tout ce que Dumas incarnait. Le succès commercial, le style accessible et populaire, la collaboration avec d'autres auteurs, le lien avec les médias. Et c'est une vision de la littérature qu'on retrouve encore aujourd'hui. D'un côté, les auteurs et autrices qui vendent beaucoup de livres mais que les critiques littéraires n'apprécient pas, et de l'autre, ceux qui gagnent les prix littéraires mais qui sont peu lus par le grand public. Pour en revenir à Dumas, c'est vrai que c'était un auteur extrêmement productif. Comme je vous l'ai dit, il a publié des dizaines de romans, parfois plusieurs par an, ce qui aurait été impossible sans l'aide des auteurs qui travaillaient pour lui. Mais il ne les cachait pas, au contraire, il insistait pour que leur nom soit crédité. C'était les directeurs de journaux qui refusaient de le faire, car ce que le public demandait, c'était Dumas, pas Auguste Maquet. Et surtout, on ne peut pas nier que c'était la patte, le style de Dumas qui transformait la matière première de ses collaborateurs en or. La preuve, les romans qu'Auguste Maquet a écrits sans Dumas n'ont pas eu beaucoup de succès. Il y aurait encore plein de choses à dire sur la vie de Dumas, mais je vois que le temps passe, donc maintenant je vous propose de voir comment il a inventé le héros à la française. Quand vous entendez le mot mousquetaire, vous avez sûrement des images qui vous viennent en tête. Par exemple, un homme avec une cape, un chapeau à plumes et une épée. Mais à part ça, que savez-vous vraiment sur les mousquetaires ? Déjà, ce qui est intéressant, c'est que leur nom vient d'une arme à feu, le mousquet, une sorte de fusil assez rudimentaire. Tous les mousquetaires étaient équipés de cette arme, mais c'est vrai qu'ils se battaient principalement à l'épée, car le mousquet n'était pas très pratique. Les mousquetaires sont apparus en France au début du XVIIe siècle sous le règne de Louis XIII. C'était un roi dont le pouvoir était assez fragile. C'est pourquoi il avait besoin d'hommes de confiance pour assurer sa protection. Il a donc créé un corps d'élite, une garde rapprochée, la compagnie des mousquetaires du roi. Auguste Maquet, le collaborateur de Dumas dont je vous ai parlé un peu plus tôt, a trouvé un livre publié en 1700 qui sont les mémoires d'un de ses mousquetaires. Ce livre s'intitule « Les mémoires de Monsieur d'Artagnan ».
Vous avez sûrement reconnu le nom du personnage principal des Trois Mousquetaires. Donc oui, Auguste Maquet s'est inspiré de ce livre pour écrire un premier jet, une première version des Trois Mousquetaires. D'ailleurs, les noms des compagnons de D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis, eh bien, ils sont aussi tirés de ce livre. Maquet a repris ces noms et quelques références historiques, mais tout le reste, leur personnalité, leurs aventures, leur amitié, tout ça, c'est Maquet et surtout Dumas qui l'ont inventé. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de France, les mousquetaires n'ont pas joué un rôle très important. C'était un corps militaire parmi d'autres. C'est vraiment Dumas qui a fait d'eux des figures mythiques. C'est un peu comme le cow-boy dans la culture américaine. À l'origine, c'était simplement des gardiens de bétail jusqu'à ce que le cinéma fasse d'eux des héros. Sans Dumas, pas sûr qu'on parlerait encore des mousquetaires aujourd'hui. Voilà, donc d'un côté, il y a les mousquetaires, des personnages historiques qui ont joué un rôle assez mineur, et de l'autre, les mousquetaires de Dumas qui sont devenus les archétypes du héros à la française. Pour comprendre ça, il faut bien sûr que je vous raconte un peu l'intrigue, l'histoire de ce roman, mais avant, je vais vous donner 2 ou 3 éléments de contexte importants. Premièrement, comme je vous le disais, Louis XIII, c'est pas Louis XIV, dans le sens où il n'a pas autant de pouvoir qu'en aura son successeur. Il faut savoir qu'à cette époque, les nobles du royaume de France sont encore très indépendants, ils ne respectent pas toujours l'autorité royale, et puis Louis XIII a un tempérament assez fragile, il hésite, il doute souvent de lui-même. Donc, en réalité, celui qui tire les ficelles, l'éminence grise, c'est son premier ministre, le cardinal de Richelieu, un haut responsable de l'Église catholique. Richelieu a une grande intelligence stratégique et politique. Il a aussi la volonté de réformer le royaume de France, de le moderniser en renforçant le pouvoir central. Louis XIII est plutôt favorable à ce projet, mais il a parfois du mal à accepter l'ascendant que son Premier ministre a sur lui et le fait que ce soit Richelieu qui prenne toutes les décisions importantes. Deuxièmement, le royaume de France est divisé par des conflits religieux entre les catholiques et les protestants, qu'on appelle les huguenots. Comme je vous le disais, Richelieu veut unifier le royaume de France sous l'autorité du roi, mais aussi de l'Église catholique, au détriment des autres religions. Logiquement, les huguenots se sentent menacés, donc ils s'opposent au cardinal. Et un des épicentres de ce conflit, c'est la ville de La Rochelle, une grande ville portuaire sur la côte atlantique, qui est un bastion huguenot. Dernier élément de contexte à connaître, les tensions entre la France et l'Angleterre. Bon, ça, on peut dire que c'est un fil rouge de l'histoire de France, quelque chose qui a duré pendant des siècles et des siècles. À l'époque de Louis XIII, ces tensions sont liées aux conflits religieux avec les huguenots. Comme l'Angleterre est protestante, elle soutient les huguenots français pour les aider à résister à Richelieu. Son premier ministre, le duc de Buckingham, devient donc l'ennemi numéro 1 du cardinal. Cette rivalité entre Richelieu et Buckingham, elle est au cœur de l'intrigue des Trois Mousquetaires. Mais il ne faut pas croire que Dumas raconte fidèlement les événements historiques dans ses romans. Pour lui, l'histoire avec un grand H est importante, mais l'histoire avec un H minuscule, autrement dit l'intrigue, l'est encore plus. S'il doit choisir entre respecter la réalité historique et raconter une bonne histoire, c'est toujours le second qui l'emporte. Alors justement, quelle est l'intrigue des Trois Mousquetaires ? Le personnage principal, D'Artagnan, est un jeune homme qui rêve de devenir mousquetaire. Il quitte sa province natale pour aller à Paris rencontrer un certain Monsieur de Tréville, le capitaine des mousquetaires du roi. Sauf que dès son arrivée dans la capitale, les ennuis commencent pour D'Artagnan. À cause d'une série de maladresses et de malentendus, il se fait 3 ennemis, Athos, Porthos et Aramis. Ils lui donnent chacun rendez-vous pour un duel afin de régler leurs différends. Oui, à l'époque,
Quand un homme avait un problème avec un autre, il réglait ça en faisant un duel, un combat à l'épée. L'heure du duel arrive et D'Artagnan se retrouve face à ses 3 ennemis qu'il se prépare à affronter un par un, sauf que le cardinal de Richelieu a interdit les duels dans tout le royaume. Donc, au moment où D'Artagnan et les 3 mousquetaires s'apprêtent à se battre, les gardes du cardinal apparaissent soudainement pour les arrêter. Et c'est là que tout bascule, que tout change. Au lieu de se battre contre les mousquetaires, D'Artagnan se met à leur côté pour combattre les gardes du cardinal. Combat dont ils sortent victorieux. Cette scène est devenue iconique, c'est le moment fondateur de l'amitié entre D'Artagnan et les 3 mousquetaires, le début du célèbre « un pour tous, tous pour un ». Donc oui, le roman s'appelle Les 3 mousquetaires, mais en réalité, ils sont 4. Enfin, 3 plus un apprenti. Une fois ce groupe formé, l'intrigue principale se met en place. Pour faire simple, il y a 2 camps qui s'opposent. D'un côté, le roi Louis XIII et sa femme, la reine Anne d'Autriche, qui sont protégés par leurs mousquetaires. De l'autre, le cardinal de Richelieu, qui veut renforcer son pouvoir personnel au détriment de celui du roi. Richelieu apprend que la reine a donné des bijoux en diamant que le roi lui avait offerts à un homme dont elle est secrètement amoureuse. Problème, cet homme est un Anglais et pas n'importe lequel, le fameux duc de Buckingham. Richelieu voit là une occasion parfaite de discréditer la reine et, par extension, d'affaiblir le roi. Pour ça, il faut que ce secret soit révélé au grand jour sans que l'on soupçonne le cardinal. Il propose donc d'organiser un grand bal en comptant sur le fait que la reine ne pourra pas porter les diamants offerts par le roi, ce qui constituerait la preuve publique de sa trahison. Les mousquetaires sont alors envoyés en Angleterre pour récupérer les bijoux avant le bal. Pour les faire échouer, le cardinal fait appel à ses propres gardes ainsi qu'à sa meilleure agente, Milady de Winter, qui est aussi belle que dangereuse. À chaque étape, les 2 camps s'affrontent. Duels, pièges, etc. En parallèle, on découvre le passé et les troubles personnels de chacun des mousquetaires, en particulier Athos qui semble avoir un lien avec la mystérieuse Milady. Mais au-delà de ces aventures, Les 3 mousquetaires est aussi ce qu'on appelle un roman d'apprentissage. Au début de l'histoire, D'Artagnan n'est pas encore mousquetaire. Il est impétueux, impulsif, il se jette dans les problèmes sans réfléchir. Mais petit à petit, grâce aux aventures qu'il vit avec Athos, Porthos et Aramis, il apprend les valeurs des mousquetaires et finit par en devenir un. C'est son parcours initiatique qui constitue le fil rouge du roman. Un parcours à la fois épique et tragique. D'ailleurs, on fait souvent le parallèle entre D'Artagnan et Alexandre Dumas. Tous 2 sont des jeunes hommes qui ont quitté leur province natale pour chercher la gloire à Paris. Tous 2 ont réussi grâce à leur talent, leur audace et un peu de chance. D'Artagnan avec son épée et Dumas avec sa plume. Mais bien sûr, D'Artagnan n'est pas le seul héros de l'histoire. Ce qui a fait le succès du roman, c'est en grande partie l'amitié et la complémentarité entre les 4 mousquetaires. Dumas a fait quelque chose de très malin. Il n'a pas créé un seul héros avec toutes les qualités, il a créé 4 personnages complémentaires qui incarnent chacun une facette différente du héros. Les Avengers plutôt que Superman. Les mousquetaires sont d'abord différents de par leurs origines géographiques et sociales. Ils viennent tous de régions et de classes sociales différentes. Ça permet au lecteur de s'identifier plus facilement à au moins l'un d'entre eux. Par exemple, Athos est un aristocrate, un comte de la vieille noblesse française, mais il ne s'en vante pas. Au contraire, il est très discret, mystérieux, souvent mélancolique. Il incarne la grandeur aristocratique, la loyauté, le sens de l'honneur. Il fait un peu figure de père pour D'Artagnan, notamment parce que c'est le plus âgé du groupe. Ensuite, il y a Porthos, qui est tout le contraire d'Athos, un bon vivant qui adore la bonne nourriture, les beaux vêtements, le luxe en général. Il est à la fois vaniteux et un peu simple d'esprit.
ce qui fait de lui le personnage comique du groupe, souvent malgré lui, mais il est aussi généreux et sincère. Il a, comme on dit, un grand cœur, donc on s'attache facilement à lui. Aramis, c'est celui qui est le plus complexe. Il est raffiné, élégant et très intelligent, mais il est tiraillé entre deux vocations. Être tiraillé entre deux choses, ça signifie hésiter entre deux options, être attiré par les deux en même temps. Dans le cas d'Aramis, il hésite sans cesse entre sa carrière de mousquetaire et celle d'abbé, d'homme d'église. Un jour, il se bat à l'épée, le lendemain, il veut rejoindre un monastère. Et enfin, il y a d'Artagnan. Au fil du roman, il va devenir progressivement une sorte de synthèse de tous les autres. Il a le courage d'Athos, l'énergie de Porthos, la ruse d'Aramis. Mais il a quelque chose en plus, le panache. Le panache, c'est un mot très français qui est assez difficile à traduire. Littéralement, un panache, c'est un bouquet de plumes qu'on mettait sur les chapeaux ou les casques. D'ailleurs, les mousquetaires en portaient. Mais au sens figuré, avoir du panache, c'est avoir une manière d'agir qui est audacieuse, élégante, un peu flamboyante. C'est faire les choses avec style et une certaine légèreté, même dans les situations difficiles. À travers ces 4 personnages, Dumas a fabriqué l'archétype du héros à la française. Un archétype assez différent de ses équivalents anglo-saxons. En général, les héros anglais ou américains sont plutôt du genre stoïque. Ils gardent toujours le contrôle de la situation et de leurs émotions. Le héros à la française, tel que Dumas l'a inventé, c'est tout le contraire. C'est un personnage certes courageux, mais qui se prend pas trop au sérieux et qui n'a pas peur de montrer ses émotions. Ça ne veut pas dire que les Français étaient comme ça, c'est vraiment Dumas qui a inventé cet archétype et il s'est diffusé dans la culture populaire grâce au roman feuilleton. Les lecteurs français ont tellement aimé s'identifier à ces mousquetaires qu'ils sont devenus le modèle du héros national. Mais l'influence de Dumas ne s'arrête pas aux mousquetaires. Cet archétype, on le retrouve dans quasiment tous les grands héros de fiction populaire qui ont suivi. Cyrano de Bergerac, avec son panache, son esprit et son nez comique, Arsène Lupin, avec son élégance et son insolence, et même Astérix, si on y réfléchit, avec son courage et son refus de se soumettre aux puissants. Il y a du mousquetaire là-dedans. Et n'oublions pas d'où vient tout ça. Cet archétype du héros français, symbole de bravoure et de panache, a été inventé par un métis, petit-fils d'une femme esclave. D'ailleurs, en 2002, la dépouille d'Alexandre Dumas a été transférée au Panthéon, là où reposent les grands personnages qui ont marqué l'histoire de France. Ça aura pris du temps, mais c'est une fin digne d'un de ses romans. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À bientôt!